Brice et Clément, c'est bon pour vous. Je vous laisse commencer. Top départ. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à ce retour d'expérience de Système U et Avisia qui traite du passage d'un POC vers un projet industrialisé. Alors, ce retour d'expérience, il va être co-animé par Avisia et par Iris. Alors, côté Avisia, par moi-même, Brice Nicoli, data scientist chez Avisia depuis 3 ans. Je réalise principalement des projets data orientés clients sur les thèmes de la personnalisation, de la recommandation de produits ou encore de l'amélioration de l'expérience client. Et donc, côté Iris, ce sera co-animé par Clément Proust. Bonjour à tous, je suis Clément Proust, je suis référent intelligence artificielle pour UIRIS. Donc, je m'occupe principalement du lancement de POC et d'expérimentation en intelligence artificielle, du passage à l'industrialisation de projets aboutis en IA et de l'acculturation à l'IA au sein de IRIS et du groupement U. Je traite principalement des sujets de machine learning, de voicebot, chatbot et computer vision. Donc rapidement, pour vous introduire un peu le groupement Système U. Donc Système U, c'est le 4e groupe de distribution alimentaire français. Nous disposons de 1600 points de vente avec 4 enseignes de distribution, Hyper U, Super U, U Express et Utile. Le groupement U est une structure coopérative. Coopérative, ça veut dire que les responsables des magasins sont des associés de la coopérative et les droits de chaque associé sont égaux. On a 3 entités au sein de cette coopérative. Donc, U-Enseigne, qui traite de la partie marketing et commerciale. ULOG, c'est la partie logistique, avec 29 entrepôts, notamment qui desservent la France et les DOM-TOM. Et pour finir, UIRIS, donc l'informatique du groupement U. Nous sommes 450 collaborateurs basés à Carquefou dans la périphérie nantaise. Et nous nous occupons de répondre aux besoins des points de vente, de U-Enseigne et de la logistique. Donc, pour l'accompagner dans ce projet, Iris a fait appel à Avisia. Avisia, nous sommes un cabinet de conseil centré autour de la data et nous intervenons tout au long de la chaîne de valeur de la donnée, c'est-à-dire depuis la phase de cadrage pour identifier les besoins, les enjeux et mettre en place une stratégie adaptée, à la phase de consolidation et de traitement des données sur différentes plateformes, jusqu'à la restitution de l'information sous toutes ses formes, qu'elles soient analytiques, descriptives ou prédictives, comme c'est le cas pour ce projet, toujours afin de répondre aux besoins métiers. Chez Avisia, nous intervenons sur tous les secteurs où la data est présente. Donc, pour ce retour d'expérience, nous allons vous décrire toutes les étapes de notre projet, en commençant par la description du besoin. Ensuite, nous parlerons du lancement du projet à travers le kick-off. Dans un 3e temps, nous parlerons du POC et comment démontrer la valeur de son projet. Dans la phase de généralisation, nous aborderons la mise à l'échelle de notre POC vers son périmètre final. Et nous terminerons par le cadrage en 10 étapes de l'industrialisation et par un état de notre avancement. Donc pour commencer, je vais vous introduire un peu le besoin, ce qui a mené à faire ce projet d'intelligence artificielle. Donc c'est un besoin qui a été formulé par les magasins et les associés. Le projet, c'est de proposer aux magasins un outil de prédiction des quantités vendues pour faciliter les commandes promotionnelles. En fait, chaque magasin va passer des commandes sur des catalogues promotionnels, tous les mois, toutes les semaines, sur des produits avec des prix d'achat réduits et des prix de vente réduits. Donc, chaque magasin passe des commandes sur chaque produit et chaque catalogue. Donc, il va devoir saisir unitairement une quantité à commander pour chaque produit. Donc, on comprend ici qu'il y a un temps conséquent consacré au passage de la commande et une dépendance liée à l'expérience du collaborateur et à l'historique du produit. Effectivement, on a besoin d'une connaissance pour pouvoir passer une commande juste. Donc, les enjeux magasins, c'est assez simple. C'est réduire les ruptures et les surstocks d'une part. Donc, rupture et surstock, qu'est-ce que c'est? C'est si jamais on ne commande pas juste, c'est-à-dire si on commande trop peu, on va générer des ruptures. Les ruptures, ça va engendrer de la perte de chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire si on n'a pas assez de produits à vendre. Et les surstocks, donc c'est l'inverse. Si on a trop commandé, ça peut générer des coûts de stockage et pas de revente possible
pour des produits qui ne sont pas vendus en permanent dans le magasin. Donc ici, on va essayer de dégager plus de marge et de chiffre d'affaires sur les opérations promotionnelles et également donc, optimiser le processus de commande, donc générer un gain de temps conséquent pour chaque magasin. On va aussi essayer d'uniformiser les performances entre les magasins. Donc effectivement, les magasins qui sont jeunes, qui ne sont pas habitués à cet exercice de passage de commande, peuvent avoir plus de difficultés. Pour Iris, les enjeux sont identifiés aussi clairement dès le début. Donc valorisation de la plateforme DataIQ pour la réalisation de projets de machine learning. Donc la plateforme DataIQ, c'est la plateforme qu'on a choisie pour tous nos projets data et machine learning. C'est une plateforme qui va se brancher sur notre socle data chez Iris. Également, on va essayer donc de monter en compétence, de faire monter en compétence les équipes UIRIS dans le domaine du machine learning et de l'intelligence artificielle, donc un domaine sur lequel nous sommes un peu jeunes pour l'instant. Maintenant que nous avons pris connaissance du besoin, on peut lancer le projet avec un kick-off. Donc, le premier élément d'un kick-off, c'est d'identifier et d'inclure tous les acteurs dès le début du projet. Alors, nous avons identifié 4 types d'acteurs. Le premier, ce sont les métiers qui expriment le besoin et valident la réponse apportée. Le deuxième, ce sont les data scientists qui vont construire le prototype sur donc la plateforme DSS. DSS que nous connaissons bien chez Avisia puisque nous sommes engagés auprès de Dataiku depuis 2014 avec une soixantaine de consultants certifiés et une vingtaine de projets grands comptes réalisés ensemble. Le troisième acteur de ce projet, c'est l'IT, qui va intégrer le prototype dans le système informatique d'Iris et réaliser son suivi en production. Et pour finir, le dernier acteur est davantage un acteur transverse, comme le chef de projet, qui va intervenir à différents moments de vie du projet, notamment sur des aspects de planning ou encore de coordination des équipes. Donc ensuite, il faut réunir tous les acteurs pour échanger sur différents éléments, que sont le besoin, le périmètre de données, les contraintes de chacun ou encore les outputs attendus. Donc, le premier acteur qui a initié le besoin, ce sont les métiers. Ils ont un besoin d'outils d'aide à la décision sur un périmètre de données particulier et avec des contraintes, par exemple, une mise à jour assez régulière. Cet acteur, il va échanger avec les data scientists pour s'assurer de la faisabilité du projet et définir ensemble une méthodologie qui soit adaptée. Par exemple, initialement, nous étions partis sur la prédiction d'un volume de commandes et suite à ces échanges, nous avons stratégiquement décidé de passer sur une prédiction d'un volume de vente. Le troisième acteur, l'IT, il va apporter toutes ces contraintes en termes de temps de calcul, en termes de stockage et donc de volume de données. Et enfin, le dernier acteur, Transverse, participe également à ces échanges, notamment par l'élaboration d'un planning et le découpage en plusieurs phases. Pour finir, donc les acteurs vont définir ensemble un process cible, c'est-à-dire les données à utiliser, l'outil de développement, donc on a pu voir que ça allait être DSS de Dataiku, et enfin la destination finale de nos prédictions, donc directement dans le système informatique d'Iris. Donc à la fin du kick-off, tous les acteurs sont identifiés, tout le monde a pris connaissance du besoin et des contraintes liées au projet. Donc ces échanges nous ont permis d'affiner le besoin et d'envisager un process pour y répondre. Donc, par contre, c'est un process donc, qui va prendre du temps à être implémenté. C'est un projet d'ampleur. Donc, on a décidé de découper le projet en plusieurs phases. En fait, la décomposition aussi du projet en plusieurs petites phases rend le projet plus accessible et donc moins coûteux si jamais on ne va pas jusqu'au bout du projet. Donc, l'objectif ici, ça va être de valider chaque phase avant de passer à la suivante. Donc, on commence par le POC, Proof of Concept. Ici, donc l'objectif, c'est de réaliser un prototype qui va répondre aux besoins et qui va surtout démontrer notre capacité donc à répondre aux besoins aussi bien méthodologiquement qu'avec notre solution. Donc, pour ce POC, on va travailler sur un périmètre de données réduit, un périmètre globalement réduit pour aller plus vite et pour valider finalement notre solution. Ici, donc, on a mis 2 mois à faire cette phase. Ensuite, la généralisation. Une fois que le POC est validé, on peut passer sur la totalité du périmètre, le périmètre final, pour encore une fois valider le premier prototype réalisé. Donc, 1 mois pour cette phase-là. Et une fois que la généralisation est terminée, on peut passer à la plus grosse phase, donc l'industrialisation. Ici, on a besoin de faire un cadrage des étapes de l'industrialisation et donc de réaliser l'implémentation de la solution
dans le SI d'Iris. Donc, c'est la phase la plus longue, donc 5 mois ici. Donc, on commence avec notre première phase qui est le POC. Donc, le POC, comme Clément vient de le dire, l'objectif, c'est de démontrer la capacité de notre prototype à répondre aux besoins émis. Donc, pour ce faire, on a utilisé un périmètre de données restreint afin de simplifier notre cas d'usage, tester plus rapidement et donc finalement gagner du temps. Concrètement, on a réduit notre scope de produits aux produits alimentaires secs et liquides qui possèdent l'avantage de ne pas être soumis à des contraintes comme la péremption rapide. Et en termes de magasins, nous avons réduit le périmètre au seul magasin de l'Ouest qui possédait un historique conséquent. Donc finalement, dans le POC, nous avons retiré toute considération géographique et spécificité produit qui vont être traitées dans la phase suivante, la phase de généralisation. Donc, concrètement, dans ce POC, nous avons mis en place 3 modèles prédictifs. Donc, pour rappel, ils ont pour but de prédire le volume de vente pour chaque catalogue promotionnel, produit et magasin. Donc, pourquoi 3 modèles? Tout simplement pour répondre à 3 comportements de prédiction différentes et nous utilisons des indicateurs différents. Pour le premier modèle, donc il s'agit des produits déjà mis en promotion dans le magasin. Donc, par exemple, une boîte de chocolat qui aurait été mise en promotion l'an passé. On va capitaliser sur les informations de cette promotion afin de prédire le volume de vente. Second comportement, ce sont les produits qui n'ont jamais été mis en promotion dans ce magasin, mais dont un produit de la même famille, donc qui lui ressemble, a déjà été mis en promotion dans le magasin. On peut prendre par exemple une boîte de chocolat blanc qui n'a jamais été mis en promotion et on va capitaliser sur les promotions faites sur notre boîte de chocolat. Et enfin, dernier comportement produit, ce sont les produits jamais mis en promotion. Aucun produit de la même famille n'a été mis en promotion. En revanche, le produit il est bien vendu dans le magasin en permanence. Dans ce cas de figure, on va se baser sur les ventes quotidiennes afin de prédire le volume de vente. Donc, pour rappel, l'objectif, c'est aussi de démontrer l'intérêt du POC. Comment démontrer cet intérêt? Nous avons mis en place 2 tests. Le premier test, ce sont des tests statistiques qui vont permettre de mesurer la qualité des modèles et par conséquent des prédictions. Donc, nous avons défini un indicateur lors du kick-off qui est le MAE, donc l'écart moyen entre notre quantité prédite et la quantité vendue, et ce en valeur absolue de manière à ne pas privilégier ni la rupture ni le surstock. Seconde forme de test, ce sont les tests avec des magasins pilotes qui nous ont permis de confronter nos prédictions aux valeurs réelles et, en cas d'écart, de recueillir des explications métiers afin d'expliquer cet écart. Par exemple, un produit que nous aurions sous-estimé, où le magasin nous indique que ce produit a été passé en tête de gondole. Dans ces cas-là, on va essayer d'inclure cet indicateur si c'est possible, de manière à affiner notre modèle et donc nos prédictions. En termes de chiffres, on peut voir que notre écart moyen entre la quantité prédite et la quantité vendue est globalement de 8 unités, ce qui est un gain par rapport à avant. Anciennement, nous étions sur 16 unités, donc on a un gain de 50%. Et sur nos magasins pilotes, également 8 unités contre 23 unités anciennement. Ce qui ressort de nos échanges avec les magasins, c'est avant tout un gain de temps qui a été chiffré à 3 heures par magasin et par semaine, et qui va permettre à tous les collaborateurs d'effectuer des actions à plus forte valeur ajoutée. Donc, au terme de tous ces chiffres, nous avons pu valider la phase de POC. À la fin de cette phase, donc, nous avons construit un prototype efficace pour répondre aux besoins émis, mais sur un périmètre de données restreint. Donc, une fois le POC terminé, on a pu valider effectivement que la solution pouvait fonctionner, aussi bien en termes de prédiction que de retour magasin. On voit que ça fonctionne. On peut passer donc à la généralisation, c'est-à-dire passer sur le périmètre total de données. Donc, passer du périmètre restreint au périmètre final, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça va être donc passer sur le périmètre de données complet sur les produits et sur les magasins. Donc, sur les produits, on a ouvert la prédiction donc, aux produits frais et aux produits surgelés. Donc, uniquement ces produits-là, donc, on est sur le périmètre donc, épicerie sec, liquide, produits frais et surgelés, parce qu'on a considéré que c'était les produits sur lesquels il y avait de plus forte valeur ajoutée sur le contexte de la promotion. Donc, on ouvre aussi sur la totalité des magasins, puisque ici, on ne peut pas proposer un outil d'aide à la décision sur seulement une partie des magasins de U. On est obligé de le faire sur la totalité des magasins. Donc, ici, on doit prendre en compte des considérations géographiques et des spécificités de produits, donc ce qu'on n'avait pas fait pendant le POC pour gagner du temps. Donc ça implique de refondre la segmentation magasin.
La segmentation magasin, c'est les regroupements de magasins par caractéristiques, chiffre d'affaires, surface, etc. Donc des regroupements qui nous permettent de faire des prédictions au plus juste par magasin. Et ensuite, on a besoin de retraiter avec les indicateurs de péremption. Effectivement, pour les produits frais, on sait que la date de péremption va rentrer fortement en compte dans les commandes, c'est-à-dire si la date de péremption si le délai donc, de péremption est court ou long, ça va changer notre fonctionnement de commande. Attention, par contre, quand on élargit le périmètre de cette façon, la volumétrie devient beaucoup plus grande. Et ici, on a besoin d'optimiser les traitements et optimiser les temps de calcul si on ne veut pas que ça devienne ingérable. Donc, après avoir élargi ce périmètre, il va falloir vérifier plusieurs parties. On va faire des tests statistiques, comme à la fin du POC, pour vérifier la stabilité des modèles. Donc, pour les produits, on a découvert que le comportement des produits frais était différent. On a créé donc des nouveaux modèles exclusivement dédiés aux produits frais, puisque, comme je le disais, pour les produits frais, la date de péremption est plus importante que d'autres indicateurs. Donc, on a besoin de faire des modèles spécifiques pour le frais. Pour les produits surgelés, par contre, ils peuvent intégrer nos précédents modèles, puisque la date de péremption, comme pour les produits d'épicerie secs ou liquides, n'a pas beaucoup d'importance et est beaucoup plus grande. Donc, pour un produit surgelé, l'importance du délai de péremption est moindre. Et pour les magasins, on doit passer sur le périmètre total. Là, on a vu que donc le périmètre national n'avait pas beaucoup d'impact sur notre première modélisation, donc pas beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc ça, c'est bon, c'est validé. Ensuite, on est retourné voir les magasins pilotes pour vérifier la véracité de nos prédictions sur le périmètre total. Mais cette fois-ci, on l'a fait en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on allait les voir sur des catalogues futurs, donc des catalogues sur lesquels ils n'avaient pas encore passé commande, et on leur a fourni nos prédictions réelles. Ils ont donc passé commande avec les prédictions, et on a eu les premiers retours en nous disant qu'effectivement, les prédictions paraissaient plutôt bonnes, et donc on peut continuer. Donc la phase de généralisation ici est validée. Donc, troisième et dernière phase, l'industrialisation, dont le but est d'intégrer la solution dans le système informatique d'Iris. Nous allons vous expliquer comment cadrer votre industrialisation en 10 étapes. Alors, la première étape, c'est la définition du process cible, qui consiste finalement à cadrer cette industrialisation en répondant aux différentes questions, quoi, où, comment, ou encore quand. Donc, quelles sont les sources pour les données? Donc, nous allons utiliser les données du data lake. Où stocker les données en sortie, donc pour qu'elles soient accessibles par les magasins. Par quelle méthode également de transmission? Par quelle méthode transmettre ces prédictions? Est-ce que c'est via un dépôt de fichiers, via un requêtage d'API? Et pour finir, est-ce que nous allons utiliser un mode batch ou du temps réel? Deuxième brique, c'est la définition de l'output. Donc, définir le contenu de l'output, les indicateurs à inclure dans cette table, le format également de cet output, et définir comment l'afficher dans l'outil de commande. La troisième brique, c'est la mise à disposition des données, puisque nous avons besoin d'une alimentation récurrente des données. Donc, si ces données existent déjà dans notre data lake, on va simplement faire un remapping. Dans le cas où elles n'existent pas, il va falloir recréer ces flux, ce qui peut correspondre à une charge de travail assez conséquente. Quatrième étape, c'est l'optimisation des traitements, qui finalement a été anticipée dans la phase de généralisation et qui ne fait que s'achever ici. Dernière brique de ce slide, c'est de s'assurer de la qualité, à la fois de la qualité des données donc en entrée, est-ce qu'il s'agit bien des données que nous attendions, mais également des modèles pour s'assurer de la stabilité des prédictions. C'est également dans cette étape où on va définir la fréquence et le mode de réapprentissage. Ensuite, il faut prévoir les cas d'erreur, puisque nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur en production. Donc, il faut avoir prévu des actions, comme par exemple une stratégie de remplacement par les prédictions de la veille. Ensuite, le monitoring, pour mettre en place un monitoring afin de suivre le projet en production. Ça peut se traduire par des alertes en cas d'échec, l'historisation des métriques du modèle, encore une fois, donc pour s'assurer du suivi des modèles, et plus généralement de définir le format de ce monitoring. Huitième brique, c'est la recette. Donc pour s'assurer que le projet a passé en production, il est bel et bien conforme à nos attentes. Et donc, si c'est le cas, on passe à l'étape suivante, qui est donc de passer le projet dans l'environnement de production. Et pour finir, donc une étape effectuée davantage en continu durant le projet, c'est l'accompagnement au changement
qui permet d'aider les magasins dans l'utilisation de l'outil, que ce soit à travers des meetings de démo au magasin ou encore des sessions de questions-réponses. Le but étant réellement de faire adhérer tous les utilisateurs finaux à l'utilisation de cette solution. Donc, effectivement, Brice vient de vous présenter donc, les 10 étapes liées à l'industrialisation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, l'industrialisation est en cours. Donc, la fin est prévue pour mai 2021. On est à peu près à 50-60% d'avancement global sur l'industrialisation. En termes d'étapes, donc ici, on a un petit graphique qui résume le pourcentage d'avancement sur chaque étape commencée. Donc, on a terminé l'étape sur la mise à disposition des données. Donc, ça, c'était vraiment une des étapes la plus volumineuse et les plus importantes. Donc, c'était le fait de mettre à disposition toutes les données côté data donc, pour pouvoir travailler sur la partie machine learning. Donc, ça, c'est fait. Optimisation DSS, on a fait la plus grosse partie pendant l'étape de généralisation. Donc, on a bien avancé là-dessus aussi. Donc, il nous reste principalement de la recette et la fin du process cible, c'est-à-dire le développement de la partie IHM, donc ce que vont voir vraiment les magasins lorsqu'ils vont passer commande. Donc, et à la fin, donc, il restera la phase de mise en production et l'accompagnement utilisateur. Quelques points d'attention donc, pendant cette industrialisation-là. Donc, c'est un projet transverse de grande envergure qui implique de nombreux acteurs, de nombreuses équipes différentes. Donc, ça peut parfois demander à avoir un peu d'attention sur le planning. Attention à l'interdépendance des étapes. Effectivement, bien qu'on puisse mener quelques étapes en parallèle au début sur l'optimisation, la mise à disposition des données, etc., les étapes suivantes sont interdépendantes. On a besoin d'aller au bout du process et au bout de l'output pour faire la totalité de la recette, pour faire la MEP, pour faire le monitoring, etc. Donc, ça étale un peu le planning. Et dernière partie, intégration d'un traitement volumineux donc dans un SI existant. Ça, c'est un vrai point d'attention. Donc, c'est un traitement qui nécessite beaucoup de ressources et un temps de traitement important. Donc, attention lors de l'intégration d'un tel traitement dans un SI existant. Donc, pour résumer, on peut dire qu'il s'agit d'un projet d'ampleur décomposé en plusieurs phases, comme on vous l'a présenté, donc le POC pour rapidement démontrer la valeur, la généralisation pour mettre à l'échelle le prototype développé pendant le POC et l'industrialisation pour rendre la solution disponible en magasin. Donc, ce projet est également un véritable travail collaboratif entre Iris et Avisia. Donc, l'expertise métier et IT d'Iris et l'expertise technique d'Avisia nous ont pu permettre d'avancer sur ce projet. Donc, on a répondu aux premiers enjeux exprimés. Donc, pour Iris, la montée en compétences sur DataIQ et sur l'intelligence artificielle. Pour les magasins, ça va être un véritable gain de temps pour le passage de commandes. Également, nous avons mis en place une IA comme un outil d'aide à la décision qui va donc amener plus d'autonomie pour Système U. Donc, Iris va conserver la main sur la prédiction. Malgré tout, on va pouvoir agir sur les modèles si jamais ça ne respecte pas certaines comment dire, contraintes qu'on s'est fixées. Et donc, pour les magasins, ils vont pouvoir apporter des corrections métiers et ou stratégiques sur les prédictions qu'on fournit. Donc, c'est bien un outil d'aide à la décision et non pas de la préconisation de commandes automatiques. Donc, voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la plateforme en ligne. Hop. Je vous laisse répondre aux questions ou je vous les pose. Alors, moi, pour l'instant, je ne les vois pas. Ok, donc il y a une première question qui dit, alors une première question qui demande, alors bonjour, merci pour la présentation. Qu'avez-vous privilégié comme méthode d'appel, API ou dépôt? Quelle est votre fréquence d'appel à vos modèles? Alors, nous sommes pour l'apprentissage sur une fréquence mensuelle et pour la phase de scoring sur une fréquence quotidienne, puisque les magasins ont besoin d'avoir quotidiennement ces informations. Et en termes de stockage, on est bien un fonctionnement en dépôt de fichiers, qui sera déposé directement dans le système informatique des magasins. D'accord. Il y a Yvan qui nous pose la question suivante. Quel modèle avez-vous utilisé et comment se fait leur réapprentissage et à quelle fréquence? Donc là, je pense qu'on parle bien d'intelligence artificielle.
Alors, les modèles utilisés, ce sont essentiellement des modèles de Random Forest, donc du bagging, et des modèles XGBoost pour du boosting. Ce sont les deux types de modèles principalement utilisés. Et donc, le réapprentissage, c'est ce que je viens de préciser juste avant. Donc, c'est un apprentissage qui se fait mensuellement, où on va vérifier chaque mois si les performances du modèle restent stables afin d'activer ce nouveau modèle. Et dans le cas contraire, maintenir l'ancien et d'investiguer sur le pourquoi de la dégradation des performances. D'accord. Là, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. On attend encore 1 ou 2 minutes, voir si quelque chose vient. Et sinon, on met fin à la réunion à 16 heures, de manière à ce qu'on puisse préparer, nous, côté Salon Data, les prochaines conférences. Je vois une nouvelle question ici. Comment avez-vous appréhendé les périodes de confinement dans les modèles? Effectivement, c'est une question qui est assez importante pour tous les projets de machine learning en ce moment, hein. Les périodes de confinement pour Système U, ça n'a pas eu énormément d'impact sur tout ce qui est vente et promotion, notamment. Ici, un peu moins d'impact sur nos prédictions et sur les modèles de machine learning. Par contre, pour certains cas très particuliers, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même potentiellement un petit peu d'impact. Notamment, on a eu des retours magasins sur des quantités de pâtes, de prédictions sur des pâtes qui n'étaient pas du tout bonnes, dues à des quantités supérieures pendant les périodes de confinement. Ici, on va devoir travailler sur l'identification de ces périodes et sur la correction de ces biais qui pourraient être appliqués sur les modèles. Alors également une autre question. On parle d'un dataset de quelle taille? Alors, en termes de dataset, on a une vingtaine de tables différentes provenant de plusieurs sources de données. Il me semble qu'il y en a 4. Oui. Donc une vingtaine de datasets pour donc un volume d'historique de plusieurs années, donc suffisamment conséquent. Et au final, une base pour l'apprentissage qui contient une cinquantaine de variables explicatives. L'ensemble de ces variables ne rentrent pas en compte évidemment dans le modèle, mais nous avons testé justement environ, pour donner un ordre d'idée, une cinquantaine de variables explicatives. Alors, également une autre question. Je pense avoir mal compris la réponse. Comment contactez-vous vos modèles de machine learning? Vous les exposez via une API? C'était la question liée aux méthodes d'appel, API ou dépôt. Oui, alors on n'utilise pas le fonctionnement par API. En fait, on a un autre logiciel qui s'appelle Talend qui va venir effectuer ce travail et donc déposer le fichier directement dans un espace dédié pour qu'il soit accessible pour les magasins. Et en fait, on aura une API qui va exposer les prédictions finales calculées par les modèles, depuis l'IHM qui est présente côté magasin, en fait. SVP, y a-t-il des données externes à Iris, météo par exemple? Alors non, pour l'instant, ce ne sont que des données Iris qui sont traitées et qui sont traitées dans les modèles de machine learning. Mais la météo serait peut-être quelque chose sur lequel il faudrait se pencher effectivement. Ouais. Mais pour l'instant, non. Et là, j'ai une dernière question. Comment sont gérés les nouveaux produits? Comment le volume est prévu quand il s'agit de nouveautés sans trop de produits équivalents? En fait, sur les nouveaux produits qui effectivement ont des produits équivalents, donc ça, voilà, on va se rattacher sur les ventes liées aux produits équivalents. Par contre, quand il s'agit de nouveautés sans trop de produits équivalents, là, ce sera une partie sur laquelle il sera difficile d'être toujours pertinent en termes de prédiction. Donc, il y aura toujours une petite partie du périmètre qu'on ne pourra pas totalement couvrir grâce à l'IA ici. Il y a enfin une dernière question d'Adrien. Je m'excuse pour les autres participants car on va être obligé de clôturer la réunion à 16 heures.
Donc, à répondre rapidement, essayez-vous de comprendre les déterminants du modèle variable seuil ou faites-vous uniquement confiance aux métriques? Dans un premier temps, on n'a pas cherché à expliquer davantage ces modèles. On a une connaissance des indicateurs qui intègrent ces modèles. Et donc, on a fait une étude au préalable afin de déterminer quels sont les facteurs discriminants et on fait totalement confiance à ces features. Parfait. Bah, écoutez, on est dans le timing. Il est exactement 16 heures. Donc, écoutez, Clément et Brice, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant au vu du nombre de questions qui ont été posées. Et je vous dis peut-être en 2021 pour une prochaine édition. Merci Ça beaucoup. marche. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.